Plaisir. Je travaille dans les services ados avec le professeur Scanazi Dr Dor depuis 22 ans. Et oui, 22 ans, oui, Emmanuel, 22 ans. Et oui, je ne peux pas le dire autrement. Voilà. Donc, fort l'expérience autour du métier de la danse, dans lequel j'ai travaillé pendant de longues années. J'ai commencé dans ce service d'abord en étant que danse thérapeute et ce n'est qu'après, dans un deuxième temps, que je suis devenue psychologue clinicienne d'orientation psychanalytique. Donc, cette double formation m'a permis donc de penser les corps autrement. Il s'agit plus seulement d'un corps avec toutes ses fonctions biomécaniques dans une mais plutôt d'une corporalité pensante. Quand je débutais, je voulais faire danser les ados. Je sortais un peu de la danse et je voulais absolument les faire danser, mais je compris que les choses ne seraient autrement, en fait. Les mettre au mouvement, je voulais les mettre en état de danse. Qu'est-ce que c'est en état de danse? Voilà, l'état de danse est une notion très complexe qui dépasse la simple exécution de mouvements techniques, de la maîtrise technique pour arriver à une sorte de lâcher-prise émotionnelle où l'esprit laisse les corps s'exprimer librement. Donc, il s'agit donc de quitter la réflexion analytique pour entrer dans une forme d'instant moteur. Il s'agit aussi de perdre les jugements critiques de soi-même d'abord et avant tout, et perdre aussi la peur du jugement critique de l'autre. Donc, on a besoin d'être dans un état d'hyper-présence, c'est dans ici, maintenant, avec soi-même, avec son corps et avec la présence des autres aussi. On observe donc une libération de dopamine et d'endorphine, procurant un sentiment d'euphorie et de réduction de la douleur. Les cerveaux passent souvent alors d'un régime d'onde bêta, veille active, donc c'est là où on est stress, à des ondes alpha ou theta, caractéristiques de la relaxation profonde et de la médiation créative. En fait, on est dans un état autre, ce qui nous permet justement de rentrer en union avec tout le monde et avec la musique. Il y a cette idée d'être unisson avec la musique. Mais rapidement, j'ai compris que ce n'était pas aussi simple de les amener dans cet état de danse, qu'il ne s'agissait pas seulement d'appliquer les techniques connues, mais d'utiliser les mouvements et la danse, de les mettre dans un processus thérapeutique en intégrant toutes les dimensions du sujet, la dimension émotionnelle, affective, cognitive et aussi physique du sujet. Actuellement, donc, je travaille dans l'unité d'hospitalisation temps plein pour troubles de conduite alimentaire et autres troubles et en hôpital du jour TCA. La plupart de nos patients ont des traumatismes complexes où elles ont subi un stress prolongé, souvent au sein de la relation interpersonnelle dont elles ne peuvent échapper et difficilement donc repérer, s'y souvenir et identifier comme traumatisme. Pour nos patients, les corps est souvent vécu comme un lieu d'angoisse, d'étrangeté et de dissociation. On observe alors une déconnexion entre une corporalité souffrante et la pensée réflexive. Puis, un certain nombre d'entre elles, en plus de traumatismes complexes, ont subi des violences, des traumatismes récents, souvent d'ordre sexuel. Ces adolescentes déjà touchées par la complexité du premier, lorsque le deuxième traumatisme survient, l'anesthésie des ressentis et des émotions est renforcée, faisant davantage rupture dans la continuité de soi corporelle. Ces adolescentes, je dis au féminin parce que la plupart ce sont des filles, ont non seulement la difficulté donc à évoquer ce qui leur est arrivé de façon narrative avec des mots, mais aussi elles ont des difficultés à nommer des sensations corporelles les plus simples, mais aussi d'évoquer comment elles se sentent, comment elles se perçoivent. Il s'agit en fait du sentiment de soi. Et comment appréhender les corps dans le cadre du psychotraumatisme. Donc, cela demande un changement de paradigme. Il ne s'agit plus seulement de voir les corps comme une enveloppe physique, mais comme le siège principal de la mémoire traumatique. Lors d'un choc, les cerveaux, pour survivre, empêchent l'intégration de l'événement dans la mémoire narrative, les mots. Les traumas se retrouvent alors stockés dans le système nerveux sous forme de sensations, de tensions et de réflexes de survie.
Contrairement à un souvenir classique, les traumas ne se racontent pas toujours, ils s'y ressentent. C'est ce qu'on appelle la mémoire procédurale ou sensorielle. Pour ne plus souffrir, le cerveau coupe la connexion avec le corps. La personne se sent anesthésiée, hors de son corps ou déconnectée de ses besoins primaires comme la faim et la douleur. L'approche classique par la parole peut s'avérer insuffisante, car les zones du langage sont inhibées pendant le trauma. Ce qui m'a toujours étonné en pédopsychiatrie, c'est d'être face à des adolescents qui disent qu'ils ne sentent pas. Donc, on est dans le mouvement, on est avec, on fait avec, et elles disent qu'elles ne sentent pas ce qu'elles sont en train de faire. Elles ne sentent pas les mouvements qu'elles sont en train de faire. Elles ne sentent pas certaines parties du corps, et parfois, elles ne se sentent pas entièrement, elles ne se sentent pas incorporées, elles ne sont pas dans leur corps. Il s'agit donc de favoriser les approches du corps. Lors d'un traumatisme, le travail corporel peut être intense car il touche, comme le trauma, ce qu'il y a de plus intime chez un sujet, son corps et sa sensorialité. Il s'agit donc pas seulement d'appliquer les techniques de danse, il ne s'agit pas de parler de technique, il n'y a pas de, dans les cas de médiation corporelle, il n'y a pas de miroir, il n'y a pas de professeur de danse qui va imposer un mouvement de danse, et même des techniques de danse-thérapie, mais de prendre en compte le sujet dans sa dimension biomécanique, affective, cognitive et pour nos patients traumatiques. Et pour cela, on propose la médiation corporelle, qui est un levier puissant dans le traitement du psychotraumatisme, car elle permet de s'adresser directement au cerveau émotionnel et archaïque, là où la parole fait défaut. Elle se différencie de la danse-thérapie par son cadre du dispositif. Il ne s'agit pas seulement d'amener le sujet à des états de danse, en mettant les corps en mouvement dans des états émotionnels autres, dans une sensation de bien-être qui peut être momentanée, mais de mettre le mouvement également le psychisme. Et pour cela, je fais appel aux théories psychodynamiques, originaires de la psychanalyse freudienne, qui met l'accent sur l'influence des forces inconscientes sur notre comportement, nos émotions et notre personnalité. Selon Anne Brand, pour qu'on puisse désigner une médiation qu'on prend, euh, il faut absolument prendre en compte ces trois points. Donc, prendre en compte les langages sensorimoteur. Il s'agit d'associativité sensorimotrice, donc on ne parle plus d'associativité seulement avec la parole. Donc, et on observe le langage corporel. Et donc, on observe aussi l'associativité sensorimotrice. On prend en compte la symbolisation primaire, celle qui est en deçà de la symbolisation secondaire, c'est-à-dire avec la parole. Donc, il s'agit de la sensorialité. Puis, il y a la dimension transféro-contre-transférentielle, qui nous permet de mieux appréhender le monde interne de nos patients tel qu'il s'est organisé en fonction de ses expériences. Et pour finir, il y a le concept de groupalité lorsqu'on est en groupe. À prendre en compte tous les concepts de René Caes que je ne vais pas trop développer si aujourd'hui. Donc, il s'agissait de créer un dispositif qui soit en adéquation avec les adolescents, en prenant en compte leur processus adolescent, donc toutes leurs transformations corporelles, les remaniements psychiques et affectifs, leurs différents troubles et traumatismes. Donc, ce dispositif a été réfléchi avec les théories et la pensée psychodynamique, mais aussi avec les triangles de la perception corporelle. Donc, dans l'estéroception, qui est la perception des stimuli provenant de l'environnement externe, c'est grâce à elle que nous situons notre corps dans l'espace par rapport aux objets et aux autres. On utilise en fait les cinq sens. Il s'agit donc d'adaptation et d'interaction avec les milieux environnements. Pour la médiation corporelle, cela permet de respecter les distances avec les sujets. On peut s'y mesurer. On fait avec notre bulle corporelle, on mesure la distance des uns des autres. Pour l'interoception et la perception de l'état interne de notre corps, c'est l'essence de la condition physiologique de l'organisme. Dans la médiation corporelle, l'interoception s'y traduit par la capacité à ressentir le mouvement, par exemple, de ses poumons, de ses battements cardiaques, de sentir
les sensations de muscles profonds du corps et aussi des tensions internes. En psychodynamique, l'interoception est cruciale car les émotions se manifestent d'abord physiquement. Une boule au ventre, ou quand elle parle une chaleur dans la poitrine, la gorge serrée. Une bonne conscience interoceptive est liée à une meilleure régulation émotionnelle. La proprioception, c'est l'essence de la position des membres et la force de mouvement, via les récepteurs qui sont dans les muscles et les articulations. Elle permet en fin de compte de trouver, de savoir que les bras est là, que la main est là, sans devoir vraiment les regarder, sans pouvoir les regarder. L'état de danse, en fin de compte, dont nous parlions précédemment, est la fusion parfaite de ces trois systèmes. L'estoréception qui capte la musique et l'espace, la proprioception qui gère la perception de gestes techniques et l'interoception qui donne la couleur émotionnelle et la profondeur au mouvement. Pour que le corps puisse, en fin de compte, redevenir un lieu sûr et pour que la médiation corporelle soit efficace et sécurisée, les cadres doivent contenir et respecter certaines notions. Il y a beaucoup un lien avec ce que Zoé l'a dit tout à l'heure. Mais pour les médiations corporelles, tout ce qui s'agit avec les patients traumatisés, la première notion, elle est très importante. C'est le consentement permanent. En fait, l'ado doit avoir le contrôle total de ce qu'il fait. Il peut s'arrêter à tout moment. C'est à l'inverse du trauma, en fin de compte, où elle a subi sans pouvoir dire non. On explore les sensations corporelles et les réactions physiques, si possible en les nommant par des propositions de mouvement. Proposer ou pas imposer. Le travail est fait par des petites doses pour éviter de retraumatiser le système nerveux touché. Il y a aussi la notion d'immersion progressive au travail corporel. On travaille par des petites étapes. On n'immerge pas la personne dans les sensations tout de suite dans quelque chose de très fort. On grignote les zones de tension pour éviter de réactiver les traumas. Il y a l'observation des signaux par l'écothérapeute. Dans les traumas, le corps est perçu comme une zone de danger, douleur, tension physique, panique. Donc, il s'agit donc de restaurer la sécurité interne. L'écothérapeute, parce que je ne suis jamais seule, surveille les signes de dérégulation, regard fixe, pâleur, respiration bloquée, pour arrêter ou ajuster immédiatement ce qu'on est en train de faire. Il y a aussi la question des formations des professionnels. Ces approches doivent être pratiquées par des professionnels de la santé et du psychisme suffisamment formés au psychotraumatisme et en adéquation avec leur propre corporalité. Ça, c'est important, c'est le point d'ordre pour les médiations corporelles. Car la mise en mouvement du corps peut parfois libérer des émotions très intenses pour les adolescents, pour les sujets avec lesquels on est en train de travailler, et pour nous-mêmes. Donc, c'est important de pouvoir être d'accord. Donc, je demande toujours aux professionnels qui travaillent avec moi s'ils sont d'accord avec cette possibilité corporelle. C'est ainsi que la médiation corporelle permet de sortir de la dissociation traumatique, une sorte d'anesthésie protectrice, en invitant la personne à identifier en premier les sensations simples et non menaçantes, chaleur, picotement, contact avec le vêtement, contraction, relâchement, toutes ces sensations que peuvent donner quand elles sont avec le mouvement. Que travaille-t-on par la danse et le mouvement? Donc, il y a la redéfinition des limites corporelles. Chez les personnes traumatisées, la frontière entre les soi et l'extérieur est souvent floue ou brisée. On travaille aussi la conscience de l'enveloppe, par étirement, par des petites pressions de pieds contre le sol, les mouvements qu'on peut faire dans l'espace. Les personnes ressentent physiquement les limites de sa peau, les limites de son corps, les limites de son espace personnel. On travaille la sécurité spatiale. La danse et les mouvements permettent de travailler sur la distance de sécurité avec les autres et d'en restaurer les sentiments ça les aide à se sentir protégés dans leur propre espace physique. Il y a aussi la régulation émotionnelle et sensorielle, sans oublier les sens.
La médiation corporelle offre un exutoire sécurisé pour les émotions qui n'ont pas de mots parfois tout de suite. La colère, la terreur et la tristesse qui n'arrivent pas avec des mots, mais qui peuvent s'exprimer avec le corps. Il y a aussi la décharge de l'énergie des survies. L'adrénaline et les cortisols accumulés lors du choc peuvent être évacués par des mouvements dynamiques et intentionnels sans qu'elles relient forcément à leur trauma premier. Il y a aussi la synchronisation rythmique, les rythmes, la musique, les battements internes et surtout cette rythmicité interne qui est propre à chacun de nous. Donc, qui agit comme un régulateur du système nerveux. Très important de le faire nouer avec ces rythmiques internes de chacun. Les liens corps-esprit, évidemment, en encourageant la personne à mettre des mots sur des sensations, sur des émotions et éventuellement des mots sur les mouvements ou les ressentis. On travaille aussi avec la sortie de la dissociation en se concentrant sur les flux de mouvements. Les patients sont ramenés dans l'ici maintenant, ce qui réduit les symptômes de dépersonnalisation. Donc, dans les cadres des unités ados d'hospitalisation temps plein, l'hôpital de jour, on propose 3 dispositifs de médiation corporelle. Donc, nous avons, avant d'entrer dans ces dispositifs, il y a un entretien préalable que je fais déjà avec ma collègue, donc dans le service temps plein, quand on commence les entretiens individuels et les travaux individuels. Je travaille avec une collègue qui est puéricultrice. Puis, elle rentre dans un travail individuel, où je demande leur accord, leur consentement. C'est là qu'on parle de tout ce qui va être abordé, ce qui va être fait. Dans un deuxième temps, donc, elles font l'éveil individuel, puis elles passent au travail groupal, si c'est possible pour elles, d'être en contact avec d'autres patients. Certaines mettent plus de temps, d'autres n'arrivent pas vraiment à faire le travail du groupe. Tout dépend où elles en sont dans leur travail, dans leur prise en charge. Ces groupes-là, et même les travaux individuels, tout ce travail de médiation corporelle est réparti en 3 temps de manière générale. Les premiers temps, c'est le mouvement. Le deuxième temps, c'est ce que j'appelle la détente guidée kinésique. Et le troisième temps, c'est un temps de parole. Donc, dans le cadre de la séance individuelle, de l'éveil sensoriel, en fait, c'est une mise en mouvement progressive. On lui demande de se recentrer sur elle-même, d'incorporer elle-même tout simplement. Combien de fois j'ai entendu des patients me dire « mais je ne me sens pas mon corps, je sens que je suis à l'extérieur de mon corps ». Donc, où elles sont, justement, c'est créer une sensation de perte de soi, de perte du sentiment de soi. Donc, il y a une mise en mouvement progressive, une reprise de contact avec l'autre qui est faite dans une intimité, dans une salle qui est appropriée, où il n'y a pas de fenêtre. C'est une salle qui induit quand même une régression massive parce qu'on est enfermé dans une salle bleue, appelée ainsi par les patients, parce que tout est bleu dans cette salle où il y a des coussins très confortables. On est dans un espace en sécurité. Je travaille beaucoup avec la respiration, c'est les premiers mouvements, les mouvements qui nous accompagnent à tout moment. Donc, on les remet en contact, un premier avec leur propre respiration, apprendre à s'observer, de s'auto-observer. Et on apprend aussi à faire la détente guidée kinésique avec elle. Donc, il y a ma collègue puéricultrice et moi-même. On est avec, on fait avec. Souvent, les patientes demandent, on leur demande si elles veulent que ma collègue puéricultrice fasse avec. Et souvent, elles demandent d'être accompagnées. Elles veulent voir le corps de l'autre faire les mouvements, faire les choses. C'est important pour elles. Puis, il y a le groupe éveil. Le groupe éveil, c'est donc la première partie, les temps de mouvement. Il y a les techniques kinésiques qui favorisent un peu l'harmonisation, une prise de conscience des gestes, des postures du corps. Donc, c'est une reprise de contact avec leur propre sphère corporelle. Donc, on est tous ensemble, chacune dans son espace. On ne fait pas appel encore à la dynamique groupale, mais on est tout ensemble. On est là. On commence déjà à s'observer, on commence déjà
observer les corps de l'autre, supporter les regards envers soi-même, pour apprendre à surmonter un peu toute cette critique, cette autocritique qui est beaucoup plus importante que la critique de l'autre. Donc, on est là, on fait avec aussi, on est avec. Je fais ces coupes éveil avec une collègue APA du service, une éducatrice APA. On a 3 cycles. On a les cycles de réappropriation du toucher envers soi. On utilise divers objets, comme on peut avoir les balles, les ballons. Il a les cycles aussi avec les étirements. On lui fait s'étirer, souvent en utilisant des exercices qui font des torsions. L'idée, c'est de faire ressentir les muscles profonds du corps, de faire mettre en mouvement les fascias corporels. Il y a aussi les cycles avec les gros ballons qui vont faire euh, tous les travaux rythmiques, mais de sentir aussi un grand enveloppe, on se sent enveloppé par les ballons, on enveloppe les ballons et on se balance. C'est très intéressant d'observer comment elles se balancent et la rythmique qu'elles ont en elles-mêmes. Et de pouvoir les transformer, justement, parce que l'idée, c'est de transformer les rythmiques, transformer la manière qu'elles appréhendent les mouvements. Puis, il y a les groupes en mouvement. Donc, la première partie du groupe en mouvement, c'est une mise en mouvement. C'est un appel à la dynamique groupale. Donc, à ce moment-là, on est debout. On commence toujours debout dans un face-à-face, en cercle, en train de regarder les corps de l'autre. On répète le mouvement de l'autre. Il n'y a pas de miroir. Donc, il n'y a pas de... c'est nous, les miroirs entre nous-mêmes. Donc, on fait des jeux dansés. Des jeux dansés. Et par exemple, la technique du skigol, que c'est inspiré de Winnicott. Donc, on fait des mouvements. Donc, quelqu'un initie un mouvement et l'autre continue le mouvement. Et au fur et à mesure, on finit par construire une phrase chorégraphique. Et une phrase chorégraphique qui peut aussi devenir une phrase chorégraphique globale de tous les groupes qu'on fait. Par exemple, on fait aussi les jeux de questions-réponses. On fait des jeux autour de notre bulle corporelle, par exemple. D'abord d'appréhender, non seulement il y a tout ce travail déjà qui a été fait en éveil corporel, de sentir son propre espace corporel premier délimité par la peau, mais il y a aussi cet espace social qui est autour de nous. Donc, on fait des jeux avec, justement, appréhender son propre espace et de jouer et de sentir l'espace de l'autre. Et on fait beaucoup d'improvisation dirigée. Puis, on a les temps de détente guidée kinésique, qui c'est inhérent à tous les, soit au groupe éveil, soit au groupe mouvement aussi. C'est un moment de calme. L'objectif, c'est vraiment de s'approcher d'une détente. On demande aux patients de s'allonger, de fermer les yeux et de rentrer en contact avec elle. La musique, elle est très calme ou pas de musique. On lui demande de se concentrer par des micro-mouvements sur chaque partie de son corps, en parcourant tous les schémas corporels. Et à la fin, on demande de sentir son corps nu, de sentir en entier comme un tout. C'est très intéressant après d'observer les changements corporels. Et c'est tout le travail que, si au départ on peut voir un peu les jeunes filles qui choisissent des positions parfois assises, qui refusent de s'allonger, qui choisissent des positions qui sont parfois tordues ou pas tendues. Donc, on ne les force pas de changer. C'est au fur et à mesure qu'on l'observe, au fur et à mesure des séances qui passent, on observe qu'elle prend de prendre des positions différentes. Elle change. On observe les changements corporels, les transformations au travers du corps. Donc, c'est là que je dis, on observe le langage du corps. Puis, il y a les temps de parole. C'est là où elles peuvent s'asseoir, partager leurs ressentis, partager des sensations, partager parfois des idées, des pensées qu'elles ont eues. Si ça leur plaît, si ça leur plaît pas. Parfois, elles ne parlent pas. Parfois, des associations avec les mouvements créent leurs états internes, ce qu'ils évoquent. Il y a une mise en commun de sensations, de souvenirs, des images mentales et des expériences partagées, ce qui lui fait sentir appartenir au groupe et de sentir aussi dans le regard de l'autre ce qui est possible de parler, tout simplement. C'est des petites mises en mots, c'est tout doucement de les amener à des mises en mots. Ce n'est pas vraiment des discours, ce n'est pas vraiment parler de leur traumatisme. C'est tout simplement de commencer à parler d'elle-même au travers le langage corporel. Et pourquoi mettre l'accent sur le corps? Pourquoi on fait ça en fin de compte? En fait, la réappropriation corporelle par les mouvements conscients
en choisissant l'amplitude, la direction, les mouvements qu'elles font d'elles-mêmes. C'est elles qui choisissent, rien n'est imposé pour elles. La vitesse des gestes, par exemple. Les patients passent du statut de victime passive à celui d'acteur mobile. On peut agir sur son propre corps au lieu de simplement subir. La libération aussi de figement, donc les mouvements rythmiques, aident à sortir doucement de l'état de sidération caractéristique du système nerveux traumatisé. Le trauma fragmente la psyché. La médiation par la danse et les mouvements aide à recoudre les morceaux dans un travail de tissage entre corporalité et le psychisme. Donc, pour conclure, le trauma est une expérience d'impuissance absolue. La danse et le mouvement permettent de reprendre les commandes. Il y a des bénéfices physiologiques, psychologiques, sociaux et cognitifs. Il y a la baisse du niveau de stress et du cortisol, améliorant l'amélioration de la respiration, les renforcements de l'estime de soi et de l'image corporelle souvent dégradée, la restauration du lien de l'autre, de restauration à l'autre, et je dirais à soi avant tout, et après à l'autre, dans un cadre non menaçant, l'amélioration de la concentration et de la présence mentale, et le renforcement narcissique. Et pour finir, comme le souligne Bessel van der Kolk, auteur de Le corps n'oublie rien, tant que les corps continuent de réagir comme si les dangers étaient présents, la guérison psychique est entravée. La médiation corporelle permet de réinitialiser le système d'alarme interne en montrant au corps, par l'expérience directe, que les dangers est passé. Voilà. Un grand merci, Anne.